Dans le jargon des chimistes, on appelle ça du naphta vert, un produit raffiné à partir d'amidon, le nouveau pétrole vert. C'est sur ce naphta vert que la chimie moderne mise. Après la carbochimie des années 50 et 60, après la pétrochimie des années 70 à 2000, l'heure est à la chimie du végétal. Une chimie qui produit des plastiques végétaux, des biosolvants, des biolubrifiants mais aussi des intermédiaires chimiques et qui se nourrit de matières premières renouvelables. Ici, dans cette bioraffinerie, on est prêt à fournir les molécules et les polymères de demain qui seront totalement ou partiellement biosourcés. Des produits aux propriétés égales ou supérieures à celles de leurs homologues de la pétrochimie. L'isosorbide est l'une de ces molécules. À l'origine, on trouve l'amidon, extrait du blé ou du maïs. De l'amidon au glucose, on obtient ensuite du sorbitol, qui donne finalement le fameux isosorbide. Deux voies s'offrent alors aux industriels consommateurs d'isosorbide. Soit ils bâtissent des dérivés d'isosorbide. C'est le cas des diesters d'isosorbide qui viennent avantageusement remplacer des plastifiants très critiqués comme les phtalates, utilisés pour le PVC. Soit les industriels utilisent l'isosorbide comme un monomère pour produire des polymères tels que les polycarbonates, cette matière transparente et résistante de nos verres de lunettes ou de nos CD-ROM. L'isosorbide a aussi un avantage santé à la clé. Il remplace le bisphénol A dont on redoute les effets. La chimie du végétal ouvre de nouvelles filières industrielles dans laquelle les champs pétrolifères sont remplacés par les champs agricoles, dans laquelle le raffinage et le cracking laissent place au bioraffinage. Dans les bioraffineries, on utilise certains procédés classiques de conversion chimique. Mais les bioraffineurs se servent aussi, de plus en plus, de biotechnologies comme la fermentation ou la biocatalyse par exemple. Ces biotechnologies que l'on appelle blanches ouvrent en ce moment de fantastiques opportunités d'innovation, notamment sur l'amélioration des propriétés fonctionnelles des bioproduits, un avantage qui intéressera à coup sûr les industriels. La chimie du végétal avance à grands pas. Pas question pour elle aujourd'hui de remplacer tous les produits issus du pétrole, mais bien de prendre la place qu'elle mérite. Et de la place, il y en a, surtout lorsque les alternatives qu'elle propose sont durables, respectueuses de l'environnement, de la santé et économiquement viables. Pour développer des bioproduits aujourd'hui 2 à 5 fois plus chers que leurs homologues d'origine fossile, le coup de pouce s'impose. Un étiquetage environnemental clair des produits manufacturés, une politique d'achat public incitative, un soutien à l'innovation, voilà ce qui peut débloquer certains marchés de bioproduits. On attend aussi beaucoup des analyses de cycle de vie de ces produits, du berceau au berceau. Elles devraient éclairer les choix des industriels. La fabrication de plastiques végétaux génère par exemple 30 à 75% d'émissions de CO2 en moins par rapport à la fabrication du plastique classique. La chimie du végétal est une chimie très jeune, mais des produits sont aujourd'hui déjà parvenus au stade industriel. On estime qu'en 2010, 5 à 8% des matières premières de la chimie sont d'origine renouvelable. Les industriels veulent doubler cette proportion d'ici 2020. Petit à petit, la chimie du végétal fait parler d'elle. Dans les médias, dans les laboratoires des bioraffineries et surtout, c'est le plus emblématique, chez les chimistes classiques. Eux qui travaillent dans les grands groupes internationaux, eux qui ont été formés à l'école de la pétrochimie, ils sont prêts à tester de nouvelles formulations, ils sont prêts à faire alliance avec la chimie des amidons, des huiles, de la biomasse ou des microalgues.